Bonjour et bienvenue dans le podcast des Cyclisme Performance Academy. Vous êtes dans un nouvel épisode de préparation saison 2025 avec Cyclisme Performance Academy. Aujourd'hui, je reçois Paul Guyot pour discuter de la pratique du VTT. Salut Paul, comment tu vas? Salut, bah ça va nickel. Il fait beau en ce moment donc c'est cool. Il fait beau en Bretagne, truc de fou. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, enfin te représenter? On t'a vu qu'une seule fois sur la chaîne, donc vas-y, je te laisse. Et ben moi c'est Paul Guyot, je suis entraîneur et moniteur de VTT bah là voilà je fais mon diplôme d'entraîneur sur route avec Cycliste Performance pour compléter vraiment mon bagage technique et mon bagage d'entraîneur. Ok, donc t'es beaucoup plus spécialiste du VTT. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va discuter, on va essayer de d'approfondir un petit peu un sujet qui n'a pas encore été soulevé sur la chaîne de Cyclisme Perf, qui est du coup l'entraînement en VTT et tout ce qui touche à l'entraînement, à la compétition et beaucoup plus focus sur par contre sur VTT olympique, on va dire, même si Ouais. on va pas euh, se priver de d'utiliser des exemples d'autres disciplines, quoi. Ouais, voilà, on va voir un peu comment ça marche aussi dans les autres Est-ce que disciplines. tu peux, pour commencer, définir ce que c'est que le VTT? Comme ça, on aura un cadre bien fixé pour la suite. Donc bah, le VTT, on a quand même des spécificités par rapport à la route. Bah, voilà, on a des exigences techniques, physiques et psychologiques qui sont différentes. Des courses plus ou moins longues. Donc comme tu disais, le cross-country olympique XCO, c'est vraiment la discipline olympique la plus connue. Donc là, ça va être sur une course d'1 heure et demie pour les élites. Sur des circuits sur plusieurs tours d'un même circuit. Mais à côté de ça, sur même le format Coupe du Monde, on va retrouver le short track, donc le XCC. Donc là, c'est une épreuve qui de base fait partie de la mise en grille, en gros, pour la course du cross-country. Donc tous les meilleurs mondiaux y participent et là c'est vraiment une compétition sur 20 minutes avec des tours minimalistes. En route ça s'apparente à un Kritos quoi. Et donc avec un effort beaucoup plus intense mais beaucoup plus court. Et autrement ben comme on va retrouver les extrêmes on va dire avec le marathon où là ben voilà ça va être plusieurs heures. Ça ressemble vachement à le gravel qu'on voit en ce moment qui se développe énormément, mais c'est à peu près sur le même format, mais avec des parties un peu plus techniques que le gravel forcément. Et à l'inverse, le XCE, où là c'est vraiment une épreuve sur 1 kilomètre maximum, avec des enchaînements de parties techniques et plus roulantes. Et c'est sur phase de poule et donc ben voilà quatre pilotes s'affrontent sur ce kilomètre. Les deux premiers sont qualifiés, les deux autres sont classés et au fur et à mesure les poules se réduisent jusqu'à arriver à la finale et à dessiner un podium quoi. Donc on a pas mal de formats qui se sont dessinés au fur et à mesure des années et qui vraiment se sont ancrés dans le format actuel quoi. Ok, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment se structure le calendrier de compétition de ces épreuves-là? Peut-être en fonction de la discipline aussi? Ouais, et ben donc surtout par rapport au XCO parce que donc voilà, c'est vraiment la discipline principale même voilà ceux qui font du marathon ou du XCE donc cross-country eliminator vont s'appuyer sur le XCO pour affiner leur préparation et parce que ben voilà les sponsors aussi ils veulent du monde sur le XCO, c'est là où les maillots sont le plus vus. Mais donc sur ce format XCO, ça va vraiment tourner en coupe de niveau. Donc ben voilà, dans certains départements, on va retrouver des coupes départementales. Dans toutes les régions, on va retrouver des coupes régionales avec un classement régional et un championnat régional. Au niveau national, il va y avoir les coupes de France avec le championnat de France. Et après, au niveau européen, il y a un circuit qui vient tout juste de se créer en 2024 avec des coupes d'Europe. Et au niveau mondial, voilà, les fameuses coupes du monde qui sont les plus prisées.
et avec le summum de la saison qui est sur le championnat du monde. Et donc voilà, ça se dessine vraiment comme ça. C'est pas comme en route où entre guillemets il y a des courses qui sont plus ou moins réputées de un peu tout niveau. Là, c'est vraiment dessiné autour de ces coupes. Et plus tu performes au bas niveau, plus tu as l'occasion d'aller sur les coupes de plus haut niveau. Mais vraiment, voilà, dans l'écosystème, enfin, l'écosystème français, c'est vraiment les Coupes de France qui sont très réputées, qui marchent très bien. On y retrouve beaucoup d'étrangers parce qu'il y a ces fameux points UCI à rapporter qui, euh, qui, euh, qui font un classement et une mise en grille sur les autres courses UCI. Donc voilà, c'est assez intéressant et ce qui fait un niveau assez fou. Et du coup, pour passer de département à région à France et à monde, c'est les. Alors du coup, je suppose qu'il n'y a pas de point UCI quand tu es au niveau national. Qu'est-ce qui te permet de passer d'une compétition à un autre, enfin d'un niveau à un autre? Ben voilà, les points ici, c'est vraiment que au niveau mondial, on va dire, parce que Ouais. en soi, moi, si je venais de prendre une licence en fonction de la licence que je prends, hein, mais la licence FFC, c'est toujours pareil, hein, en fonction du prix que tu mets dedans, t'as t'as une certaine licence. Mais moi, je pourrais participer à une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, pardon, parce que pour l'instant, c'est sur des supports de courses qui existent déjà. Après, l'intérêt est discutable, hein, parce que ben voilà, on retrouve quand même les meilleurs mondiaux. Donc, si c'est pour aller à l'Europe pour faire une course et pour se prendre un tour, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je dis ça, mais on est beaucoup quand même allé sur les Coupes de France et il y a un niveau similaire et on se prend un tour quand même. Mais voilà, il y a quand même un classement qui est intéressant à jouer. Et voilà, les Coupes de France sont assez prestigieuses parce qu'il n'y en a pas non plus énormément. Voilà, il y en a que 5 dans l'année. Mais concrètement, voilà, pour passer d'un niveau régional à national, il y a rien de précis. Mais c'est vrai que pour performer au niveau national, il faut de l'expérience. Donc voilà, il y en a beaucoup qui arrivent sur les Coupes de France qui n'ont pas des niveaux de fou, mais qui vont l'avoir avec le temps et l'expérience de faire justement ces Coupes de France, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'entraînement et ton niveau personnel, ton bagage technique ou physique que tu as pu travailler qui te permet de passer euh, au début de départemental à régional, de régional Ouais, à exactement. Coupe de France. Et il y a aussi la différence entre Coupe de France Elite et Open, il me semble. Donc ouais, ça en gros c'est vraiment pour que tout le monde puisse participer. Donc la course Open, c'est vraiment une course ouverte à tous. La course Elite, c'est une course ouverte à ceux qui ont une licence Open 1 et plus. Donc pour préciser la course Open, ouverte à tous, sauf à ceux qui ont des points UCI, heureusement. Bah, Ok. parce que sinon potentiellement ce serait possible d'avoir un Victor Koreski sur la course Open. Donc voilà, ce serait un peu plus embêtant. Mais donc concrètement, c'était pour désenclaver un peu le circuit. Le circuit fait 5 km en XCO. Il y a énormément d'inscrits. Quand je dis énormément d'inscrits, c'est que bah voilà, là en Open, il y a un quota qui s'est mis cette année, mais il y a voilà 360 personnes. Donc ça veut dire Sur 5 360 bornes. personnes sur un circuit de 5 km. Ça fait beaucoup. Donc voilà, il y a les élites qui courent de leur côté où eux ils sont plus que 150, un peu moins de 150. Donc là ça fait ça respire un peu plus déjà. Mais c'est intéressant d'avoir la catégorie Open pour vraiment ouvrir les portes à tout le monde et que tout le monde puisse avoir sa plaque Coupe de France, que tout le monde puisse avoir l'expérience Coupe de France. Mais mais là depuis quelques années, c'est vrai que c'est devenu vraiment la mode, on va dire. Il y a vraiment beaucoup de monde en Coupe de France et ce qui fait ouais, énormément de monde sur les circuits, sur les reconnaissances. Ça fait voilà des épreuves où voilà, on a entre 500 et 1000 sur les grosses épreuves participants, quoi. Et 500, j'exagère, hein, c'est plutôt autour de 1000 quand même. Ouais, ok. Et, euh, et du coup, chez les jeunes, comment ça se passe aussi?
d'un point de vue structure des compétitions? Donc chez les jeunes, on va avoir un autre format parce que là, jusque-là, j'ai parlé que de ce qui touche au cross-country. Mais en fait, dans le VTT, on a aussi la descente, on a le trial, l'enduro, on a le vélo électrique, et enfin voilà, on a plein de trucs qui se créent aussi. Mais donc chez les jeunes, il y a vraiment un format de compétition qui est ouvert à toutes ces disciplines. Qu'on appelle le TRJV, Trophée régional des jeunes vététistes. Donc ça c'est au niveau régional. Au niveau départemental, on a le trophée départemental des jeunes vététistes. Et donc ça c'est des formats de compétition qui regroupent toutes les disciplines. Donc les jeunes, donc un classement en général va se créer sur un classement de courses cross, de courses de descente, de courses potentiellement d'enduro, de trial. Et donc, ce qui peut amener après à une sélection par son comité régional sur le Trophée de France des jeunes vététistes. Et ça, c'est vraiment une super expérience. C'est une compétition qui dure une semaine, euh, donc avec tous les comités régionaux. Voilà, qui voit se dérouler le relais des comités, le cross, la descente, le trial. Tout ça en une semaine, en 4 jours surtout, 4-5 jours. Et donc C'est voilà, c'est vraiment... Ouais. c'est quelle catégorie ces épreuves-là? Donc le trophée de France, ça va être de U13, donc Benjamin, jusqu'à U17, cadet. Et après, ben, les trophées régionaux, c'est ouvert toutes les petites catégories. Mais voilà, tous ces trophées des jeunes vététistes s'arrêtent après cadet, quoi. En junior, il n'y en a plus. Ok. Mais Mais par contre, donc ça c'est veut pour dire ça que que... Pardon. c'est pour... Ouais, vas-y. J'allais dire, c'est pour ça. Par contre, ça veut dire que dès que t'es jeune, t'es obligé de pratiquer toutes les disciplines du VTT jusqu'à cadet, quoi. C'est ça. En fait, bah l'avantage de ce format de compétition, c'est que même si tu as choisi le format que tu voudras, la compétition que tu voudras faire plus tard, la discipline que tu voudras faire, ça t'oblige à aller mettre un pied dans toutes les autres. Et toutes les disciplines sont complémentaires. Voilà, c'est comme tout, hein. La natation, ça va aider un cycliste sur route à être plus performant, la musculation aussi, et tout est complémentaire. Mais là, c'est pareil, le trial, ça va aider un crosseur à être plus technique, la descente, ça va aider le trialiste à être peut-être plus gainé. Enfin voilà, c'est tout qui se complémente. Et donc, c'est vraiment des formats où soit les jeunes n'ont pas faire leur choix de leur discipline, même si voilà, un choix c'est pas défini, hein, on peut changer comme on veut, quand on veut, hein, mais c'est vrai que tout faire en même temps ça devient compliqué. Et soit les jeunes n'ont pas fait leur choix et donc ces disciplines leur permettent, ces compétitions leur permettent de vraiment aller mettre un pied dans tout, soit c'est de l'entraînement quoi. Mais en fait c'est des formats qu'ont vu naître énormément de champions. Le Trophée de France des jeunes vététistes, ben voilà, Amaury Piron qui a gagné les Coupes du Monde de descente, il y est passé. Myriam Nicole aussi, qui a gagné aussi les Coupes du Monde de descente, il y est passé. Victor Koreski, vice-champion olympique, il y est passé. Pauline Ferrand-Prévot, Loana Lecomte, mais même en route, bah, David Godu a aussi fait Trophée de France. Arnaud Delis, plus récemment. C'est du bagage que ces routiers après ben, vont se servir pour mieux frotter dans un peloton, pour mieux être plus lucide à certains moments parce qu'ils ont fait du VTT où ils ont mis un casque de descente et se seront lancés à fond dans une descente technique, quoi. Bah, c'est un peu ce qu'on voit, si je prends l'exemple de la route, des gars qui ont fait toutes les disciplines, qui ont quasiment tout fait. Les mecs sur un vélo, c'est des artistes, ils sont hyper agiles et en fait maintenant tu les remets sur n'importe quelle discipline. Ok, il va peut-être falloir un petit temps d'adaptation quoi, mais ils sont super agiles sur leur vélo quoi. Ah mais c'est clair. Mais au final, les grands champions, la plupart
ont pas fait que de la route, hein. Mathieu Van Der Poel, il vient du VTT, du cyclocross. Même Filippo Ganna, il vient de la piste. Parce que pareil, la piste, c'est une super école. Mais on va dire que tu mets pas toutes tes chances de ton côté si, quand t'étais jeune, t'as fait que de la route ou qu'une seule discipline. Et là, pour l'exemple du VTT, moi j'ai des exemples de jeunes juniors ou espoirs qui ont certaines lacunes parce que ils sont pas passés par l'école des TRJV et du coup se sont pas entraînés concrètement en trial, en descente et donc bah voilà, dans les parties techniques ils arrivent, ils ont du mal quoi. Et mais par contre, est-ce que t'as des exemples de gars qui sont pas passés par le... Parce que moi, je suis curieux de me dire, est-ce qu'il y a des mecs qu'on n'a pas vu passer par la formation des jeunes, mais qui au final arrivent à marcher? Finalement, c'est Bah, ce que on ça en a existe. toujours. Il y en a toujours, forcément, parce que ben là, c'est vrai qu'en VTT, j'en ai pas. Mais tu vois, en route, un Pogacar, on lui connaît pas enfin, en tout cas, je n'ai pas en tête qu'il ait fait beaucoup de d'autres disciplines, même si on a forcément fait, parce qu'au final, quand t'es jeune, de toute façon, tout le monde a touché un peu de tout, a fait un peu de VTT pour rigoler ou quoi, ou de cyclocross et tout. Mais il y en a forcément, il y a forcément des talents, des bonhommes ou des bonnes femmes qui sortent de nulle part et qui sont pas passés par toutes ces écoles. Mais c'est vrai que, tu vois, dans une optique, ce qu'on dit, c'est 10 000 heures dans un domaine pour devenir Ouais. expert. Voilà, quand tu veux performer au début de la vingtaine, 10 000 heures, faut aller les chercher. Donc, au final, sans s'en rendre compte, les jeunes qui ont fait les TRJV, ils ont passé des dimanches entiers sur des lieux de compétition à faire de la descente ou du trial et du cross. Euh, ben, en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils ont un bagage technique et voilà, si on prend Mathieu Van Der Poel comme exemple, il a tellement pratiqué étant jeune et en plus, voilà, il a un talent, enfin, qui lui est propre, mais il a tellement pratiqué que là, voilà, moi, j'ai vu aucune info comme quoi il était remonté sur le VTT depuis un certain moment. Pourtant, il va sûrement débarquer sur une Coupe du Monde dans pas longtemps et faire partie du top niveau, quoi. Alors que techniquement, la dernière fois qu'il s'est entraîné techniquement, c'était en cyclocross cet hiver. Et tu te dis, ça pour quelqu'un qui aurait commencé plus tard ou quoi, toutes ces compétences, faut les apprendre et si tu t'arrêtes, faut les réapprendre limite. Donc c'est ça qui est assez impressionnant sur des athlètes qui ont suivi tout le cursus des compétitions de jeunes quoi. C'est que voilà, ils ont des trucs. Ils ont appris, en même temps qu'ils ont appris à faire du vélo, ils ont appris à marcher, quoi. En même temps qu'ils ont appris à marcher, ils ont appris à faire du vélo. Et donc, c'est Ok. inné, quoi. Ouais, carrément. Et après, ça leur sert. Ils ont juste à transposer avec leur. En fait, ils font ça pendant leur croissance, donc ils apprennent le développement technique alors qu'ils sont pas encore un corps d'adulte. Et par-dessus, ils posent leur qualité physique. Et donc, avec un bagage technique énorme, ils deviennent super bons, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que du coup, on peut aller du côté entraînement physique, enfin entraînement en règle générale, et on va en commencer avec le côté physique. Et est-ce que tu pourrais expliquer quels sont les facteurs de performance, on va dire physique, pour un vététiste? Et là, pour un vététiste, ça va être, enfin voilà, il va y avoir une sollicitation énorme de la filière glycolytique. Donc, voilà, tout ce qu'on appelle le lactate, les séances lactiques, c'est vraiment, voilà, ça va être prépondérant, mais aussi une puissance oxydative. Donc, tout ce qui va être travail de PMA, de fractionner plus ou moins long, donc ça va vraiment être une sollicitation énorme. Pareil pour la cinétique de VO2, voilà, on fait des départs arrêtés et on part sur 1 heure et demie de course. Donc rien que pour ça, la cinétique est hyper importante. Mais après, c'est vrai qu'un deuxième seuil va être assez important.
peut entre guillemets être comblé justement par des qualités, des super qualités de puissance oxydative, mais un seuil 2, ça reste un bon seuil 2, ça reste prépondérant pour la performance parce que voilà sur la course d'une heure et demie en cross, bah, voilà, il y a aucun moment où tu passes en basse intensité, hein. T'es tout le temps tout le temps en prise, hein. Pendant une heure et demie, t'es en prise. Donc limite tes récupérations, tu les fais en seuil. En plus, bah voilà, concrètement, les récupérations, tu les fais pendant les parties techniques. Donc peut-être que tu récupères une partie physiquement, mais tu te fatigues d'une autre partie. Donc faut réussir voilà, justement avec un bon deuxième seuil, tu réussis à mieux récupérer et à mieux relancer dans la foulée. Mais c'est vrai que ben voilà, c'est pareil, il y a un travail de force qui est aussi assez important. Voilà, un torque assez réussir à amener un torque assez élevé, c'est assez important. Notamment avec les premières courses de la saison qui vont se faire potentiellement dans la boue. Bah voilà, en route, t'as beau faire du travail de force, tu vas pas descendre beaucoup plus bas que 50 RPM. Là, t'es dans la boue, si t'es à 20 RPM, t'es à deux doigts de monter à vélo, à pied, pardon. Donc c'est vrai que ça demande un travail de force assez élevé qui va forcément être complémenté avec la musculation. Mais voilà, et après, ça va être de l'entraînement spécifique en VTT parce que t'as les zones qui fluctuent énormément, donc t'as des intensités complètement irrégulières. Donc ça va être assez intéressant de jouer avec ça. Et ben également voilà tout ce qui est neuromusculaire, comme je disais, cinétique de VO2 pour les départs, mais ça demande aussi énormément d'explosivité, de réactivité. Voilà, il y a tout un jeu de placement en ligne, de départ en fonction de comment tu pars, ta course va être bien ou moins bien lancée, donc ça demande une explosivité et une réactivité assez intense justement pour réagir à ce coup de sifflet ou à ce feu lumineux qu'on peut avoir en Cour de France. Mais donc voilà, sur la partie physio, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une puissance oxydative assez élevée, enfin voilà, une capacité glycolytique aussi très demandé et voilà un deuxième seuil qui va être aussi assez important. Si tu devais hiérarchiser un petit peu ces facteurs-là, est-ce que tu pourrais donner un petit ordre de ça? Euh, après L'objectif est un peu enfin tu vois, c'est pour prioriser un petit peu l'entraînement après derrière. ouais, mais concrètement si voilà, tout- toutes les filières se complètent, mais c'est vrai que le travail tout ce qui est le travail de PMA va être hyper important et prépondérant. Enfin voilà, je vois pour un athlète qui aurait pas beaucoup de séances par semaine, voire très peu, le peu de séances, ça va être de l'endurance forcément, puisque ça c'est la base de tout le vélo, mais plus un entraînement PMA. Si on n'a pas le temps de faire autre chose, on fait que ça. Parce que le seuil 2 il va évoluer avec, tout évolue ensemble, hein, mais si t'as pas le temps, tant pis. Le lactique, bah pareil, c'est intéressant, mais si t'as pas si t'as pas l'occasion d'en faire, vaut mieux faire de la PMA. Donc c'est vrai que si prioriser, ça va vraiment être le travail de VO2 max, donc de PMA. Et après, voilà, le travail lactique et le deuxième seuil, tout ça, bien sûr, indifféremment de l'endurance pure, parce que voilà, c'est vraiment l'endurance pure qui va quand même guider tout ça. Mais voilà, ce serait une petite hiérarchie à faire, ce serait comme ça. Et puis après, si tu as du temps, idéalement, c'est rajouter un travail du côté musculaire de l'activité avec, comme tu disais, du travail de torque sur le vélo et du travail de torque dissocié sur un muscu ce qui permet de meilleurs gains au final, quoi. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais on s'en rend vite compte, enfin voilà, enfin, l'exemple que je donnais avec les courses
les courses sous la boue, bah là tu vois vite que ça peut être problématique pour certains. Je me pointe du doigt en disant ça, hein, mais pour moi qui ai fait quasiment 100% de route cet hiver, parce que par facilité aussi, bah, j'arrive sur les premières courses dans la boue et je suis paumé, hein. Mais ça paraît logique au final, hein. C'est normal. Et bah, tu me tends une perche, j'ai envie de la saisir. C'est pour toi, quelle est la place de l'entraînement sur route, alors que t'es vététiste au final? Ben, alors, va y avoir pas mal de facteurs divers et variés qui fait que la route va être hyper intéressant. Ben, déjà, très bêtement, mais le niveau matériel, ben voilà, ça peut coûter cher de faire un entretien sur un VTT, sur un vélo de route, etc. Le vélo de route va tout de suite moins prendre. Donc, ben, rien que pour ça, dès qu'il fait pas beau, tu peux quand même facilement diminuer le volume en VTT. Mais après, ça va être aussi sur l'efficacité des séances. Ben, tout ce qui est des séances précises, donc ça va être le tempo, le seuil, la PMA. Le reste, ça va être all out ou alors la zone 2, ça va être plus simple de la gérer. Mais tout ce qui est tempo, seuil, PMA, ça va être difficile de faire quelque chose de précis en VTT dans les chemins, dans les singles, etc. Même si tu as un capteur de puissance, ça va être compliqué de lisser tout ça. En route, ça va être tout de suite beaucoup plus simple. Pareil pour ce qui est la fatigue. Tu vas quand même diminuer ton niveau de fatigue en faisant une séance de qualité sur route. Donc sur une séance, bon, ça va pas beaucoup jouer, mais en VTT, ben voilà, d'enchaîner, si tu enchaînes les entraînements en VTT, ben il y a toujours les petits temps morts qui font que ta séance va durer un peu plus longtemps que ton temps de roulage. Tu vas avoir des potentiels, de potentielles conditions météo qui vont t'embêter, etc. Qui fait que au fur et à mesure, tu vas accumuler de la fatigue qui sur route ben voilà va pas du tout s'accumuler parce que ben tu pars tu fais une heure et demie et c'est bon, ta séance elle peut être calée, donc c'est vrai que la route va être hyper intéressant sur ça, même sur l'endurance au final, psychologiquement ça va peut-être être plus simple en fonction de où tu habites de faire des longues distances de 3 4 heures sur route que sur VTT, mais après voilà, ça c'est aussi un peu par rapport à chacun. Certains vont préférer ou vont pas trouver de défaut à le faire en VTT, mais voilà, ça se discute. Mais c'est pour ça que ouais, la route c'est intéressant, notamment pour les séances de qualité, quoi. Ouais, il y a plus de précision dans la séance sur route, donc c'est beaucoup plus simple quand t'as besoin de précision. Mais par contre, tu disais, ça a quand même certaines limites de faire que de la route, que ce soit d'un point de vue physique quand même. Il y a des contraintes que tu ne retrouves pas. Ouais, ouais, ah bah c'est sûr, t'as plein de contraintes que tu vas pas retrouver. Et même, bah voilà, pour la réalité du terrain, c'est que ben, tu fais une séance lactique sur route. Je vais donner l'exemple d'une séance qui peut être intéressante. Voilà, une séance lactique avec des récup passives, par exemple, pour simuler justement ces courses VTT où tu vas faire un sprint dans une montée qui est courte et tu vas te retrouver dans une partie technique, tu vas pas pouvoir tourner les jambes. Bah, tu peux le reproduire un peu sur route en faisant bah, voilà, justement un sprint de quelques secondes et en faisant une récup sans tourner les jambes complètement passive. Mais non, il n'empêche que la récup passive que tu vas faire sur route, tu l'as fait bah, sur route, quoi. Donc t'as pas besoin d'être lucide. Alors que en VTT, si tu fais la même séance, bah tu vas te retrouver sur un pierrier dans des cailloux et tout, le cœur à peut-être 180 pulses, bah c'est pas la même. Et faut être prêt à ça. Donc après, c'est sûr que voilà, tu as des compétitions qui peuvent te préparer à ça, mais d'avoir en VTT des simulations courses avec des efforts qui sont peut-être un peu moins cadrés, mais qui représentent un peu plus ce que tu vas retrouver en course, c'est aussi intéressant. Mais c'est pour ça qu'il faut tout, quoi. Il faut ces séances sur route où c'est hyper carré et du coup, ça représente un peu moins la course.
et pour après justement avoir ces simulations courses en VTT et avoir le bagage physique de quand même en envoyer sur des séances un peu moins carrées. Et puis c'est hyper important de mixer ça avec le côté technique, quoi. Parce que c'est ça Ouais. le gros piège, c'est que on peut faire du physique toute la journée, mais si techniquement on n'est pas bon, ça Ah marchera ouais, ouais, jamais. ouais. Ah bah c'est clair. Et, et, et c'est vrai que bah, donc le technique, c'est vraiment un point hyper important et qui est beaucoup mis de côté. Enfin voilà, en niveau régional, on voit, en plus en niveau régional, voilà, le niveau technique demandé est beaucoup moins élevé. Mais du coup, on voit plein de gens qui physiquement sont bons et qui techniquement le sont moins. Et tout ça, ça se travaille, hein. Enfin, mais c'est complètement différent à travailler. Ça demande beaucoup de répétitions. Ça demande du coaching terrain. C'est que bah, tout seul, techniquement, bah, t'as vite beaucoup de choses qui vont te freiner. T'as l'aspect motivation où bah, voilà, même si tu veux t'entraîner techniquement à passer un saut, si t'es tout seul, bon, bah, le niveau motivation, tu te dis, ouais. J'ai pas trop envie de me casser la gueule. S'il faut appeler les pompiers après, si je suis tout seul, bah y a qui alors voilà, il y a plein de choses qui peuvent freiner. Donc tout de suite, s'il faut être à plusieurs, c'est tout de suite limitant. Mais c'est pour ça que ben voilà, moi en tant que moniteur, c'est aussi intéressant, c'est que je peux avoir des pilotes sur le terrain et des pilotes qui sont très bons et voir des erreurs qui sont énormes et qui seraient passées sous les radars. Mais donc voilà, techniquement, ça demande l'apprentissage technique demande énormément de répétitions, de conseils, d'ajustements. Ça peut être aussi de la vidéo, ça c'est un outil hyper intéressant de se voir passer pour faire ah ouais en fait j'ai pas l'impression que je passe comme ça, mais en fait faudrait mieux que je passe comme ça. Mais voilà. Et après, on a, c'est vrai qu'on a le Memento FFC, donc un bouquin de 50 pages là, bon, j'exagère, 50 pages, je sais pas combien il y en a, mais voilà, épais comme ça, qui regroupe un peu tout ce qui peut être développé techniquement notamment. Et moi, j'utilise pas mal pour les classes de niveau. Il y a quatre ou cinq classes de niveau. Et donc voilà, quand je vais avoir un pilote qui va me demander de progresser, je vais d'abord le mettre dans une de ses classes, voir quel niveau il a pour le faire progresser, euh, pour, euh, bah, justement pour aller progressivement. Parce que voilà, quand j'ai un groupe ou un club pour faire du monitorat VTT, souvent la journée elle va commencer, ils vont me dire mais ça on sait faire ta marche là ou ton trottoir, on sait le passer ton petit truc là. Moi je dis bah ouais mais vous savez le passer mais en fait vous le passez pas bien. Donc si déjà ça vous entraînez à le passer, à mieux le passer, à faire les bons mouvements, vous allez voir que ça va vous débloquer après pour plein de trucs. Et donc effectivement souvent bah voilà, on passe du temps sur un truc qui est validé selon eux et pour corriger le mouvement. Et après, quand on va arriver sur des vrais gros obstacles qu'ils n'arrivaient pas, ils vont dire, enfin voilà, on répète le mouvement, juste l'obstacle est plus gros et ils font, ah ouais, c'est fou, ça marche vachement bien. Et donc voilà, d'utiliser ces classes de niveau, c'est aussi intéressant pour ça, pour justement aller progressivement dans le franchissement d'un obstacle. Mais là c'est un exemple, franchissement d'un obstacle, c'est peut être le passage d'un virage relevé, d'un virage à plat, d'un franchissement monté, ça peut être d'un saut, etc. Ça peut être de plein de trucs. Donc ouais. Mais donc, ouais, tu te sers de reconstruire ce qui de base est acquis, mais de bien plus performant pour pouvoir après progresser, aller chercher plus loin. Et du coup, je suppose que toi, t'es mobilisé sur les Coupes de France par des clubs ou des structures pour aider aussi un peu à la reconnaissance des parcours en vue de passer des obstacles. Ouais, ben alors je suis pas forcément mobilisé parce qu'en fait pour les gens ça passe c'est un truc qui est acquis enfin que les gens pensent avoir acquis mais en fait la reconnaissance c'est pareil, c'est quelque chose de hyper important qui est souvent négligé. Bah voilà, mais moi le premier il y a encore quelques années hein,
Voilà, t'arrives sur la Coupe de France, t'es tout feu tout flamme, t'es hyper content et tout, il y a tout le monde et tout. Tu vois sur le circuit, il y a Jordan Sarro qui te double, il y a Loana Lecomte qui te double, c'est là, waouh, incroyable et tout. T'essayes de les suivre ou de faire bonne figure quand ils sont derrière toi. Et en fait, tu passes les obstacles et tout, mais tu fais pas d'effort, entre guillemets, psychologique pour vraiment les valider, pour savoir comment tu l'as passé, pourquoi ça a tapé, pourquoi ça a pas tapé, pourquoi t'es bien passé. Et donc, ben ouais, on voit des jeunes qui sont contents et tout, qu'enchaînent le circuit et qui valident potentiellement plein de trucs et c'est génial, mais qui savent pas vraiment pourquoi, comment, et qui à côté vont pas du tout valider certains autres trucs, vont réussir à le passer en vélo, mais vont pas forcément le valider. Et donc, moi, je mets vraiment l'accent sur le fait que, attends, on arrive, on fait une reconnaissance, c'est une reconnaissance, on n'est pas, c'est pas une rando, on fait pas qu'une fois chaque passage. Donc on arrive et moi il y a des gens qui vont sur les Coupes de France qui vont me voir m'arrêter sur des passages nuls où ils vont se dire mais pourquoi il s'arrête là lui? Mais en fait bah, parce que je m'arrête là parce que là j'ai l'impression qu'il y a un truc intéressant que en fait les gens ont pas vu ce passage là et qui peut être intéressant. Bon après on peut pas faire ça partout parce que le circuit fait 5 bornes quand même. Si tu t'arrêtes à chaque truc bah t'es pas rendu mais c'est pour ça faut quand même réussir à faire des reconnaissances en vraiment en comprenant ce qu'on fait, en comprenant pourquoi on passe sur telle ou telle partie technique, pourquoi et comment. Et donc voilà, vraiment prendre du temps pour aussi comprendre à quel moment cette partie technique est sur le parcours, à quel moment est tel ou tel boss, parce que typiquement, psychologiquement, moi je trouve que c'est un gain de savoir à quel moment est la dernière bosse. Là, la dernière Coupe de France, c'est à Guéret. La dernière grosse bosse, elle était quand même un peu loin de l'arrivée. Et donc, moi, je trouvais que c'était intéressant de psychologiquement se dire, celle-là, c'est la dernière bosse. Et de s'en rendre compte pour se dire, bon, bah là, je peux quasiment tout mettre, puisque après, ben voilà, ça va être faux plat descendant, ça va être plus tranquille, je vais pouvoir récupérer jusqu'à l'arrivée. Et donc, potentiellement, les 3 personnes que je vais pouvoir doubler dans la bosse là, ils vont pas me redoubler après. Donc c'est tout un aspect de la reconnaissance qui Bah, est finalement, hyper pas que intéressant. technique. Ouais, voilà, Technique, c'est pas que technique. aller chercher les secondes et évite bah en plus d'éviter les erreurs parce que ça paraît évident de reconnaître un parcours pour éviter les pièges mais finalement aller gratter des secondes par-ci par-là parce que un obstacle plus un obstacle si tu fais 10 tours bah en fait tu gagnes beaucoup de secondes mais aussi de la gestion de l'effort de OK. Là, je sais que c'est comme ça, je peux faire comme ça, et aussi au vu de tes qualités, tu peux adapter ta gestion de course en fonction de tes qualités ou quoi que ce soit. Ouais, exactement. Et c'est pareil parce que, enfin voilà, t'as des zones où tu vas pouvoir mieux doubler, des zones où tu vas moins pouvoir doubler, des zones où tu vas pouvoir te ravitailler. Donc ça, c'est pareil. On a des zones techniques, on a 2 passages en zone technique par course. Est-ce que tu décides de te ravitailler que à cet endroit-là, ou est-ce que tu décides d'avoir ce qu'il faut avec toi pour te ravitailler à d'autres endroits? C'est tout des trucs à réfléchir et qui sont pas à réfléchir 15 minutes avant le départ quand on te demande et du coup tu veux qu'on te donne quoi dans la zone? Bah ouais mais fallait y réfléchir avant ça faut pas que ce soit la question de la dernière minute. Et donc, et pareil, ben voilà, je dis des zones de doublage parce que il y a des moments où tu sais que tu vas enchaîner sur une descente technique, que t'es meilleur techniquement que ton collègue avec qui t'es à ce moment-là dans la course. Bon bah c'était intéressant de passer devant, de grappiller peut-être 1 ou 2 secondes, même si le mec il va te rattraper, au moins pendant qu'il te rattrape, toi tu vas pouvoir récupérer un coup. Ou à l'inverse, le mec est meilleur techniquement. Est-ce que je décide d'être devant pour qu'il soit bloqué par, par moi? Ou alors est-ce que je décide de le suivre pour que justement il m'amène techniquement pour que j'aille plus vite? C'est toutes les questions qu'il faut se poser pour que ça soit des automatismes après pendant la course, quoi. Que pendant la course, on se dise, ah ouais, ça j'y ai déjà réfléchi. Ça j'y ai déjà réfléchi. Pareil, euh, il y a une chute sur la partie technique, elle est fermée, on doit prendre l'échappatoire.
bah, est-ce que je l'ai reconnu l'échappatoire? Parce que ça paraît tout con, mais parfois, ben, il y a un virage un peu bizarre et tout. Et si c'est pour se casser la gueule à ce moment-là, bon, c'est con. Tu t'es cassé la gueule, pourquoi? Bah, j'ai pas reconnu l'échappatoire et on était obligé d'y passer parce que la partie était fermée. Ah bah super. Ouais. Et puis même aussi, tu reconnais aussi tu peux adapter ton matériel un petit peu aussi grâce à la Ouais, reconnaissance, quoi. bah exactement. Et le matériel, bah pareil, c'est un focus énorme. Il y a pas grand-chose qui peut être adapté. Bon, avant, à l'époque, j'exagère, c'était pas très longtemps, mais les meilleurs se disaient, ah, est-ce que je prends le semi-rigide, est-ce que je prends le tout suspendu, etc. Maintenant, bon, voilà, tout le monde tourne sur le tout suspendu. Bon, t'as certaines marques quand même comme Spé qui proposent deux types de vélos tout suspendus, mais bon, ça c'est réservé à l'élite, on va dire. Euh, T'en es pas là. mais par contre, nous, concrètement, ce qu'on peut modifier, bah, ça va être la taille du plateau, par exemple. Le reste de la transmission va être pareil pour tout le monde, hein. Voilà, niveau cassette, par exemple, tout le monde a la même cassette. Ça, on se pose plus trop de questions. Mais par contre, là, voilà, la taille du plateau, voilà, pour les petites catégories en Coupe de France, ça peut être du 28, du 30. Pour les meilleurs, voilà, ça peut aller dans les extrêmes. Non, mais bah, voilà, moi je connais un pote qui roule quasiment en 36, 38 à chaque fois. Bah, c'est sympa. Ça peut être, 150, il voilà, faut avoir de la force, hein. ouais, ouais, ça peut être encore plus encore, mais voilà, là, ce qu'on voit en règle générale, voilà, c'est vraiment 32, 34. Mais voilà, si on en a à disposition, ça peut être joué là-dessus, mais ça va surtout être joué avec les pneus, le type de gomme, la pression des pneus hyper important, et les suspensions très négligées aussi. Voilà, il y a très très peu de coureurs qui vont revoir la pression de leur suspension en arrivant sur les courses, alors que à chaque circuit, sa pression de suspension presque, hein, et son rebond. Donc c'est un truc assez important, mais voilà, c'est un truc après qu'il faut connaître aussi, qui est pas toujours simple. Est-ce qu'il y a alors soit, est-ce qu'il y a un guide simple que tu pourrais détailler là, ou t'as des ressources que les gens peuvent aller chercher pour les aider à adapter ce qui peut être pneumatique ou suspension? Enfin, et ou suspension. Non, concrètement, ça va être de l'expérience, hein, parce que bah voilà, les pneus, bah en chiffres, bah voilà, ça peut être ça peut être entre un bar et un bar 5, mais après, en fonction de ton poids, de tes envies, de tes préférences, du terrain, etc., de ta façon de rouler, de si tu as une mousse dans le pneu, bah tout ça, ça va être réadapté. Mais voilà, concrètement, ce qui est important, c'est de connaître la pression que tu as dans ton pneu pour justement améliorer la pression que tu vas mettre la course d'après, quoi. Donc voilà, que à chaque course, tu te dises, bah là, je mets telle pression parce que je sais que si je mets trop en dessous, j'ai eu l'expérience, ça s'est plus ou moins bien passé. Si je mets au-dessus, j'ai eu l'expérience, ça s'est plus ou moins bien passé. Et savoir par expérience combien tu mets dans ton pneu par rapport à ton poids, par rapport à tout, quoi. Par rapport à la gomme aussi que tu as, voilà, tu as des pneus plus résistants où tu te dis, bah là, je vais un peu plus baisser parce que ça va être plus agréable. Et à l'inverse, des pneus plus souples où tu te dis, ah, je vais faire attention. Et pareil pour les suspensions. Les suspensions, voilà, c'est un délire, hein, mais t'as les recommandations de chaque suspension, chaque marque. Mais après, ben voilà, tu réadaptes, enfin voilà, tu fais un tour de circuit, tu te dis, ah ouais, non, mais là, c'était trop dur, c'était trop mou, le rebond était trop brutal, bah, tout ça, tu changes un petit peu. Et pareil, tu essayes de tout noter parce que sinon, tu nages vite, si tu notes pas tout, bah, tu vas faire un tour et tu vas dire, attends, je sais plus si j'ai baissé ou si j'ai augmenté tout à l'heure, alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? Donc l'idéal, ouais, c'est de noter un peu tout et pour gagner en expérience. Il faut une Et certaine rigueur à l'échauffement pour essayer le matériel, enfin aux reconnaissances, pardon, et aussi entre les compétitions mais en plus même pour la gestion de course qu'on disait tout à l'heure, euh, on a fait cette fois-là, on a laissé le pilote passer. Je l'ai ressenti comme ça. Ok, la prochaine fois, je passe devant, on voit ce qui se passe. Et sur la course d'après, du coup, tu intègres mieux les choses. Et c'est ça aussi, ça creuse l'expérience du gars et ça creuse son expertise en fait
d'apporter cette rigueur-là. Ouais, c'est clair, et donc c'est pour ça que chez les jeunes, bah voilà, on va dire surtout cadet, junior, espoir, c'est courir beaucoup, enfin faire pas mal de courses, accumuler de l'expérience, ça va être hyper important justement pour tout ça, pour avoir des automatismes, parce que ben voilà, plus t'as d'automatismes, pareil, moins t'accumules de fatigue, donc meilleur tu vas être. Et donc voilà, avoir les automatismes de bah là je sais que faut que je règle mes pressions de pneus, là je sais que faut que je fasse la reco de telle ou telle façon, et que ça soit pas à chaque fois une dépense intellectuelle de se dire alors attends, est-ce que j'ai tout bien fait, est-ce que j'ai ça. Ah, voilà, plus c'est automatique, plus c'est une expérience, mieux ça va être. Donc bah voilà, dans les jeunes catégories, bah, ça va être intéressant de courir assez souvent. Si c'est pas tous les week-ends, c'est régulièrement. Moi, j'avais une question aussi qui venait, c'est le côté finalement visualisation de des passages techniques et tout ça. C'est un truc qui est hyper important et ça me fait un peu penser du coup au côté ça c'est un truc qui se travaille du côté un peu plus prépa mentale. Quelle est la place de cette pratique-là dans le VTT pour toi? Ouais, comme tu dis, là, ça va être vraiment une branche de la préparation mentale, mais il y en a pas mal d'autres. La visualisation, bah, enfin, pour moi, c'est hyper intéressant comment, il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus. Bah, typiquement, moi, ce que j'aime bien, c'est filmer des passages en Coupe de France ou récupérer des vidéos et vraiment en discuter. Donc, c'est un peu la visualisation, donc de se dire, ok, là, il y a tel passage, de se voir faire le passage, possiblement de fermer les yeux et vraiment de se mettre dans ce passage. Bah, notamment, là, j'ai l'exemple de Myriam Nicole, donc top descendeuse mondiale, qui, après une chute, avait du mal à revenir sur certains sauts en descente. Bon, voilà, qui sont vraiment, c'est vraiment des gros sauts hein, qu'ils font les descendeurs. Et donc, ben là, quand techniquement, quand sur le terrain, t'arrives pas à passer le cap, et ben, ça va être la visualisation, l'imagerie mentale, qui vraiment va t'aider à passer ça, à te dire, ok, comment je le passe, comment je me vois le passer. Et en fait, t'as moyen de faire énormément de boulot avec ça. Mais même pour des blessés, hein, tu reviens de blessure même quand t'es blessé et t'es en convalescence, faire de la visualisation, bah concrètement, ça va t'aider à mieux remonter sur le vélo après. Donc voilà, ça va être s'imaginer faire un circuit que tu connais par cœur, s'imaginer pédaler, s'imaginer plein de trucs. Mais en fait, l'imagination, c'est un outil énorme et qui est génial. Mais, euh, mais voilà, concrètement, sur le terrain, bah, ça va être voilà, essayer de filmer quelques passages, de se revoir le passé. Et au final, les reconnaissances, elles se font sur le circuit, mais elles se font le soir au gîte ou Airbnb. Parce que tu vas en reparler avec les autres. Tu vas dire, ah ouais, toi, tu passes comme ça. Ah ouais, moi, je passe plutôt comme ça. Tu te vois passer le truc et tout. Euh, et donc, ouais, cette place de la visualisation, de l'imagerie mentale, elle peut être hyper importante et d'un pilote à un autre, elle est utilisée ou pas du tout, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez impressionnant. Il y en a qui vont pas du tout l'utiliser et ça va très bien marcher. D'autres qui vont l'utiliser et ce sera pas encore assez, mais voilà, en tout cas, c'est un outil intéressant et voilà, qui rentre dans la branche de la préparation mentale et, euh, et voilà, d'autres branches de la préparation mentale peuvent être aussi la gestion de la motivation, la gestion de la course, la gestion émotionnelle de la course, hein, mais voilà, il y a plein de trucs. Ouais. Ouais, c'est hyper important, mais finalement c'est complémentaire, un peu comme tout. Et maintenant, la question, c'est quel est le temps que tu as à disposition pour pouvoir implémenter toutes ces Ouais. ressources-là qu'on parlait. Ok, on met de la basse intensité, ensuite on remet de la haute intensité. Comment on dispatche notre haute intensité en fonction du temps qu'on a. Après, est-ce qu'on peut rajouter de la muscu? Est-ce que
quel temps on passe pour le travail technique. Une fois qu'on a passé tout ce temps-là sur le travail technique, combien de temps on passe sur les reconnaissances et comment est-ce qu'on peut aller plus loin après les reconnaissances et aussi est-ce qu'on a apporté un petit peu de travail un petit peu mental, psychologique et tout ça en amont et qu'on peut appliquer pendant, qu'on peut adapter pendant pour être performant en VTT quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Là, je rebondis sur l'aspect musculation parce qu'en fait, ben, pareil, ça ben voilà, il y a énormément à développer là-dessus, mais un peu comme dans toutes les autres disciplines. Mais c'est vrai qu'en VTT, ben voilà, la musculation pour la force max, c'est hyper intéressant pour après réussir à développer des puissances max plus élevées. Mais à inclure, et ben voilà, il y a aussi beaucoup de renforcement musculaire, tout ce qui est gainage, qui est hyper intéressant parce que ben voilà, en VTT, ben voilà, dans les descentes techniques, on va te demander un gainage de tout le tronc supérieur assez important. Bah pareil, une résistance dans les bras, dans les mains, qui va être assez importante. Donc ça, c'est travaillable. Et après, on a l'aspect proprioception aussi. Donc la proprioception, ça va vraiment être entraîner son cerveau à comprendre où est son corps dans l'espace. Ben voilà, travailler là-dessus, ça va te faire améliorer techniquement aussi. Donc c'est tout con, hein, c'est des exercices tout con, mais réussir à tenir en équilibre en fermant les yeux, à tenir en équilibre sur une jambe par exemple en fermant les yeux, à bouger, à tenir sur un Swiss ball, donc la grosse boule là. Donc c'est hyper intéressant de travailler tout ça. Mais pareil, il y a une question de temps et de fatigue psychologique. C'est que tu peux tout travailler, ça peut être génial, mais si c'est pour psychologiquement être complètement cuit parce que tu t'arrêtes jamais, et si c'est pour ne pas optimiser la base, c'est-à-dire le sommeil, la récupération, alimentation, bah, est-ce que ça vaut le coup? Donc, faut poser les pour et les contre. Il y a des moments dans la saison, bah ouais, bah la proprioception, la muscule, renfo, tu mets un peu de côté, même si c'est hyper important, mais parce que ben voilà, tu vas pas non plus remplacer une séance de vélo par la séance de musculation. Mais voilà, c'est vrai que l'expérience des années, l'expérience des courses vont créer des habitudes qui vont limiter la fatigue et faire que bah, tu vas pouvoir compléter avec toutes ces choses, quoi. Mais et puis c'est là tu soulèves un petit point qu'on a régulièrement évoqué avec que ce soit Mathieu, Maxime ou Rémi aussi, c'est le fait que tu mets des choses en place pendant une saison, tu apprends, tu fais de l'expérience, sur les autres saisons quand tu agrandis ce bagage-là et en fait c'est un processus de long terme d'implémenter petite chose par petite chose qui te permettent finalement de d'être performant sur le long terme quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et le VTT, il y a un truc quand même qui est un peu plus dur qu'en route, je trouve. C'est que ben, sur une course de VTT, c'est le meilleur du jour qui va gagner. Tu vois, Hmm. en route, il y a tellement de choses qui viennent qui sont prises en considération. C'est que, ben voilà, en fonction d'un certain placement à un certain moment de la course, en fonction d'une certaine attaque à un certain moment, etc. Et ben, c'est pas forcément le meilleur qui va gagner. C'est un bon qui va gagner, mais c'est pas forcément le meilleur. En VTT, ben voilà, même si le meilleur part trois lignes derrière la première ligne, il va remonter, il va faire une bonne place, voire il va gagner. Il va être devant. Donc en fait, en VTT, si tu es dans une phase où tu veux évoluer et que t'es pas patient, bah ça va être compliqué quoi parce que bah, l'évolution elle va prendre plusieurs années et c'est pas parce que l'année prochaine tu as envie de faire des podiums que tu vas les faire tout de suite quoi. Et potentiellement tu vas jamais les faire juste parce que tu tombes dans une génération où il y a que des mecs forts et tu vois c'est un peu mon cas en perso en Coupe de Bretagne où bah euh, en fait ouais les potes avec qui je cours bah ils sont hyper forts quoi et donc des objectifs c'est plutôt des objectifs de top 10 top 15 parce que bah tu peux pas faire mieux et tu te dis oh, putain à chaque fois c'est le même objectif et et tu sais que même si t'es dans un grand jour bah tu vas peut-être gratter quelques places mais de là monter sur la première marche
ça va être compliqué. Alors que voilà, en route, voilà, tu débarques sur une course où il y a un peu moins de monde, où tu te sens vraiment bien et tout, tu joues bien ta course, bah t'as toutes tes chances à l'arrivée. Mm. Donc ouais, c'est un peu Et, le côté ingrat, le côté compliqué psychologiquement du VTT, et qui voilà, qui fait que même du coup même les meilleurs en régional, s'il y en a un qui gagne tout, limite ça le fait chier de venir parce qu'il gagne tout, quoi. et Donc, puis, il y a un truc à dire, c'est que quand tu fais des courses, tu marques des points qui te permettent d'avoir une position une position préférentielle sur la grille. Donc au ouais, final, quand tu t'es là, t'es en train de cravacher pour choper ton top 10 à chaque fois, c'est qu'en fait tu marques quand même des points qui te permettront à la fin, plutôt qu'un top 10, choper un top 5 parce que il y a peut-être, comme tu dis, un ou deux gars qui en auront marre et qui seront peut-être pas là, qui seront absents, et là en fait ce sera ta chance quoi. Il y a ouais, ça c'est qu'il faut clair. pas oublier, c'est que rester à fond dedans et ça te permettra un jour de pouvoir quoi. Bah c'est ça, mais c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps et le truc c'est que voilà les jeunes aujourd'hui, je vois les cadets, les juniors, dans leur tête ils ont pas le temps quoi. Il faut marcher dans la catégorie maintenant parce que après je vais arriver en espoir et ça va être un bordel parce qu'il y aura trop de niveaux et tout. Et donc bah voilà, c'est vrai qu'ils veulent marcher tout de suite et ouais, faut réussir à leur expliquer que ouais, mais potentiellement tu vas passer un cap parce que physiquement tu vas grandir d'un coup ou quoi, et tu vas marcher l'année prochaine. Potentiellement tous les autres vont passer ce cap et pas toi. Et là tu vas plus t'entraîner, tu vas moins marcher. Et Bon, ça, c'est une réalité partout, hein, dans tous les sports, hein. C'est que, ouais. voilà, c'est pas celui qui s'entraîne le plus, celui qui s'entraîne le mieux qui va forcément mieux le marcher. Et c'est le côté ingrat, quoi. Mais c'est comme ça. Et dans le VTT, t'es repéré à partir de quelle catégorie pour rentrer dans les grosses formations, on va dire? Ça va être, enfin, ça va être toujours pareil qu'à des juniors, mais Ok. voilà, les grosses formations, elles sont intéressées vraiment par les catégories U23 Elite. Voilà, enfin voilà, les sponsors, ils payent pour les catégories U23 et Elite. Donc voilà, on va voir quelques. Attends, est-ce qu'il y a des cadets que j'ai en tête là? Pas tellement, mais quelques voilà, surtout juniors qui vont rentrer dans des vraies grosses formations. Là, je pense à Noah Philippi en junior. Noah Philippi qui vient d'une famille de VTTistes et tout, et qui voilà, a fait vice-champion de France de DH, champion de France d'enduro, champion de France de cross cadet. Voilà, forcément, lui, il est repéré. Mais voilà, c'est aussi parce que c'est un profil de, de jeune mature qui est capable d'être dans une grosse équipe. Euh, mais c'est pas du tout comme en route où il y a vraiment des équipes de jeunes qui sont quasiment des équipes professionnelles. Et là, voilà, c'est plutôt, voilà, on passe du niveau amateur au niveau professionnel sans trop de transition, quoi. Mais même le niveau professionnel est plus ou moins concret parce que dans une même équipe, certains coureurs peuvent être professionnels et d'autres non, en fonction du niveau, en fonction de plein de choses. Donc c'est vrai que à voir comment ça évolue tout ça dans le temps, mais voilà, là concrètement, le monde professionnel et amateur est quand même beaucoup mélangé en VTT. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que en route, quand tu passes au pro, on va prendre l'exemple extrême d'un Milan-San Remo. Imaginons t'es junior, tu passes à Milan-San Remo, d'un coup t'as 300 bornes, alors que ta course au grand max, elle devait peut-être en faire 140. Ah, là, ça t'en met, c'est quand même vachement plus difficile, alors qu'en VTT, euh, 1 heure et demie, ça reste 1 heure et demie, quoi. Ouais, ouais, Alors ouais. oui, il y a des transports, il y a un niveau beaucoup plus élevé, tout ce qui va avec, mais 1 heure et demie, ça reste 1 heure et demie. Voilà, c'est ça. 1 heure et demie, ça reste 1 heure et demie. Bon, voilà, 1 heure et demie, c'est vraiment à partir de la catégorie 23. Mais voilà, c'est le même temps de course. D'ailleurs, c'est aussi entre les gars et les filles, c'est à peu près le même temps de course aussi. Donc, c'est vrai que là-dessus, voilà, c'est un peu plus simple. Mais par contre, c'est vraiment le niveau technique des courses du niveau, enfin, en fonction des niveaux qui va se complexifier. Et donc, voilà, c'est pareil. Si techniquement tu arrives sur une Coupe du Monde
parce que t'as un grand espoir, mais que en fait tu mets du temps à valider toutes les parties techniques, bah c'est un truc qui aurait dû être fait en amont, quoi. C'est des choses qui auraient dû être validées en amont, quoi. Et est-ce que les grands pilotes au niveau international ont une journée dans la semaine ou un truc comme ça du travail technique où au final ils ont tellement bossé comme on disait en introduction quand ils étaient jeunes que maintenant ils en font plus. Non, ils en font plus tellement, enfin ils en font naturellement en fait dans leur entraînement. Ben voilà, entre les séances, entre les séances d'intensité ou même sur des séances d'endurance, mais ils vont enfin naturellement entraîner leur technique parce que ça reste des passionnés aussi et qu'ils kiffent en fait juste Ouais. aller faire des descentes à fond dans les pierriers, etc. Mais ils vont aussi avoir la bascule psychologique de se dire ok là j'ai besoin de travailler ou ok là j'ai pas forcément besoin de travailler, juste entretenir, mais souvent s'ils sont au top niveau c'est que c'est juste de l'entretien qu'il leur faut et que techniquement ça c'est aussi les meilleurs niveaux mondiaux, mais pour le coup ben voilà des mecs comme bah, je sais que Titan Karod donc pareil qui a gagné des coupes du monde il y a quelques années, il avait fait une Coupe de France d'enduro où voilà, il avait fait un top 10 d'ailleurs, mais donc rien que ça, ben c'est un week-end quand même où techniquement tu t'évolues assez vite quoi. T'es mis dans l'action, t'es mis dans le bain, t'es obligé de techniquement d'être au top du top et donc bah forcément ça te fait des gains. Ça te fait des gains en sortant de ça, quoi. Mais donc, ouais, on va avoir quelques coureurs qui vont se prêter au jeu ou même, bah voilà, qui habitent en altitude, qui vont aller faire des secteurs descente qui sont réservés aux descendeurs de base, mais voilà, parce que c'est le kiff et tout. Et tout ça, on peut retrouver en vidéo sur Instagram. C'est cool. Carrément. Est-ce que tu as des points à ajouter? Je pense qu'on a fait un peu le tour des sujets qu'on avait prédéfinis de base. Est-ce que tu veux préciser certains points, certaines choses? Ouais, alors si un dernier petit point quand même qui peut être important, c'est vraiment ben voilà l'aspect gestion des extrêmes avec là on a un cas, enfin on a deux cas du coup en coupe et championnat de France cette année. L'extrême c'est l'altitude, 1800 mètres d'altitude. Donc pour la plupart des gens qui habitent au niveau de la mer ou presque, ça fait bizarre. On a l'habitude, tous les ans, on a une course à quasiment 2000 mètres d'altitude. Mais en fait, on a du mal à apprendre de nos erreurs, entre guillemets, même si on n'a pas toujours le choix. Mais typiquement, voilà, on a une course à 1800. En fait, une balle dans le pied d'arriver que 3 jours avant. Après, on peut pas se permettre non plus tout le monde d'arriver 2 semaines avant. Mais c'est vrai que dans l'idéal, voilà, arriver 4 à 10 jours avant, faire un processus progressif d'adaptation, donc en dormant en altitude, mais potentiellement en faisant les intensités dans la vallée pour commencer, et après progressivement en faisant les séances sur le lieu de la course. Pareil, on a une gestion bah, de l'effort qui va être plus précise parce que bah, on a moins le droit à l'erreur, une hydratation plus parce que bah, l'air va être plus sec. Et une gestion matérielle aussi à avoir, c'est que ben tu montes en altitude, dans les suspensions, dans les pneus, c'est de l'air, hein. Donc la pression elle change. Donc ça veut dire qu'il faut régler ça aussi. Mais parce que j'ai été le premier à débarquer sur des Coupes de France, bah, au Ménuire par exemple, au domaine des Trois-Vallées, et à dire ah ouais mon vélo il est complètement déréglé, je sais pas ce qui se passe. Ah bah si, ce qui se passe c'est que l'air est moins, la pression atmosphérique est abaissée quoi, donc c'est logique. Mais donc voilà, on a tout cet aspect, on a deux épreuves en altitude. Donc est-ce que pour ceux qui ont la possibilité bah, de mettre en place des stages en hypoxie ou alors en chambre hypoxie ou alors potentiellement de créer des hypoxies locales à l'entraînement, mais ça, est-ce que les bénéfices sont vraiment tels? Mais voilà, dans l'idéal, vraiment réussir à venir sur le lieu de la course plusieurs jours, 10, 15 jours, voire plus, c'est l'idéal.
Mais voilà, il y a tout un aspect autour de ça. Faut être prêt à faire une contre-performance parce que on arrive 3 jours avant. Mais faut être prêt, quoi. Faut pas s'attendre à être au-dessus du lot comme ça. Non, C'est normal. l'altitude est vraiment un environnement extrême qui va perturber l'organisme. Tu vois, faut pas que les gens ils soient surpris s'ils voient 10 à 20% de baisse de performance dès qu'ils sont à 2000 mètres. Bah les gars, c'est normal, vous êtes pas acclimatés. Mais il y a pas que l'altitude. Tu vois, on prend les menhirs, ok. Il fait quelle température quand tu cours? Bah, mais c'est un point aussi. C'est bon, la plupart du temps, on a de la chance. Il fait à peu près la même météo, mais enfin que qu'en Valais. Bon, après, je dis ça, je viens de Bretagne, donc forcément, il fait frais comme en Bretagne, quoi. Mais non, non, mais c'est vrai que ben c'est l'an dernier où il y a eu un orage et ben ouais, là tout de suite il fait froid, donc cumulé à Ok. l'altitude, cumulé à tout, ouais, Ouais, moi, c'est moi, c'était plutôt compliqué. l'autre extrême que je voulais aller voir. C'est généralement quand t'es en montagne, le soleil il tabasse, il fait chaud, parce que du coup il y a ce rayonnement UV qui est beaucoup plus important, mais du coup rayonnement solaire qui fait qu'en fait t'as beaucoup plus chaud quand t'es en altitude et la chaleur en règle générale, parce que en gros ils considèrent que l'environnement chaud c'est à partir de, il me semble, 20 degrés, il me semble. Au-dessus de 20 degrés, globalement il fait chaud pour ton corps. Ça arrive relativement vite, quoi. Euh, Qui est bien acclimaté à la chaleur en VTT, je sais pas. Bah ça c'est ouais, voilà, c'est pareil, mais c'est ça pour le coup, c'est des entraînements qui peuvent être mis en place assez facilement, d'acclimatation à la chaleur. Bah là, tu vois, pour l'exemple, les gros cas de chaleur, ça n'a pas été tellement en altitude, ça a été bah là notamment à Les Vins, donc dans le sud de la France. Bah là, je me rappelle de l'édition 2019, je crois, où vraiment dans la grosse canicule, euh, quasiment tous les événements autour avaient été annulés. La Coupe de France était tellement gros qu'ils n'avaient pas annulé, mais c'était l'enfer. Et ben et toujours pareil, tu te dis, ben moi en plus, je rappelle, je viens de Bretagne, donc je vais dans le sud de la France. C'est quand même pas mal d'heures de route. C'est quand même financièrement, c'est un investissement. Il y a le prix des inscriptions, etc. C'est une super expérience, mais faut que je la mette. Enfin voilà, faut que je mette toutes les chances de mon côté quand même. Donc il y a possibilité qu'il y ait canicule. Bon bah je m'adapte. J'essaye de faire des entraînements adaptation à la chaleur. Donc enfin voilà, tout simplement, ça peut être sur l'homme trainer couvert à balle. Enfin voilà, c'est déjà un bon début. J'habitue mon corps à beaucoup m'hydrater et tout, à compléter avec tout ce qui est électrolyte, etc. Et je m'habitue à la condition de la course, quoi. Mais ça peut être pareil, ça peut être quand il fait 20-25 degrés ici, bah tu t'habilles chaudement quand tu vas rouler, comme ça tu transpires à balle et tu fais attention de bien t'hydrater, etc. Pour après arriver sur les courses où bah là le vin à ce moment-là il faisait plus de 30 ou 35 degrés. Voilà, c'est à la limite d'annuler les courses, quoi, mais t'y es, donc bon bah comment tu gères le truc, quoi. Carrément, non, Donc, mais c'est... Et puis c'est un problème, en tout cas la chaleur qui va devenir hyper important. ouais. En tout cas, en route, on le voit surtout sur les cyclos. Bah, les mecs qui passent 7 heures en plein cagnard. Qu'est-ce que je te dise? Bien sûr que t'es déshydraté en arrivant, quoi. Bah oui, Puis oui, bien c'est sûr que tu sûr. marches pas. Ça, C'est sûr. c'est... Donc non, BTT aussi est hyper important. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais donc, ouais, voilà, c'était la petite touche qui était un peu intéressante à apporter. Bon, après, voilà, il y aurait encore plein de trucs à dire, même sur les compléments. Voilà, le VTT, c'est sur la même période que la route. Ça peut être intéressant l'hiver de faire du cyclocross pour continuer à développer ses capacités. Bah voilà, tout ce qui est PPG, gainage, proprio, tout, enfin, voilà, hyper intéressant, hyper important. Mais voilà, ça reste similaire à l'entraînement qu'on trouve sur route, mais ça a ses spécificités, quoi. Donc à prendre en Hmm. compte. Après, faire appel à Paul pour faire un peu plus spécifique Voilà, pour le VTT, quoi. bah non, mais c'est vrai que c'est vraiment la différence en tant qu'entraîneur, c'est que
un mec qui fait que de la route, tu limite, tu peux l'entraîner sans jamais le voir et tout. Bon, l'idéal c'est quand même de se voir, mais ça pose pas de problème. En VTT, là, si techniquement, s'il y a des trucs à voir, tu peux pas quoi. Donc moi ce que je fais c'est que soit je redirige vers des collègues qui sont dans le secteur des mecs que j'entraîne Mm. pour justement faire du travail technique. Parce que sur Nolio, si je commence à mettre travail technique, c'est ce que je fais d'ailleurs, hein, je mets va travailler le technique, t'essayes de trouver des virages à plat, des sauts et tout. Mais comment j'évalue ça? Même s'il m'envoie une vidéo, je lui dis ses erreurs 2 heures après quand il est rentré chez lui. C'est pas du tout l'efficacité qui est voulue, alors que voilà, quand tu es sur le terrain, là tu vas dire non, non, mais là en fait tu vois pas, mais tu le fais pas du tout bien, ou alors là tu vois c'est génial, profite de cette vitesse, etc. pour aller là-dessus et tout, et t'es une garantie, une sécurité aussi pour le pilote qui va pouvoir se débloquer se débloquer des choses parce que voilà, quand t'as quelqu'un de confiance qui te dit si le passage t'es capable de le passer, tu sais le faire, et tout de suite ça peut débloquer quelque chose, et après à chaque entraînement en fait il va passer dessus, il va dire c'était facile en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur il y a vraiment ce côté moniteur aussi de terrain qui fait que ouais, pour le VTT il faut du terrain, c'est Mais en obligé. fait, un conseil qu'on pourrait apporter, c'est ok, tu veux un entraîneur en VTT, et finalement le conseil c'est pas spécialement d'aller prendre le gars le plus connu parmi les entraîneurs de VTT, mais parce qu'il a 6 heures de route de chez toi, c'est peut-être plutôt aller prendre un gars qui est un peu moins réputé, mais par contre qui a tout autant de connaissances, juste t'es pas au courant, et qui va pouvoir t'aider sur le côté technique à côté de chez toi, quoi. C'est Mais ouais, finalement mais là où il y en a plein, hein. Enfin, il y en a plein qui sont dans le coin, qui même se manifestent pas tellement parce qu'ils font autre chose, mais qui voilà, qui auront enfin, pour l'avantage d'être à côté de chez toi, et donc bon, après pareil, c'est un coût, hein. Enfin, c'est normal, hein, faut payer le moniteur, mais c'est la performance, je suis désolé, faut savoir ce qui est voulu, quoi, parce que voilà, en des lacunes que certains vont accumuler pendant des années peuvent être réglées en fait en 4 séances sur 4 semaines. Et il y en a certains qui vont faire, ouais, c'est fou, j'ai évolué de fou en 4 semaines. Bah ouais, mais en fait, il suffisait d'avoir quelqu'un pour te pousser, d'avoir quelqu'un pour te guider, pour t'aider, et qui a les ressources, les connaissances, quoi. Donc, et moi j'apporterais la question, est-ce que tu veux la dernière suspension RockShox ou tu veux progresser techniquement, lequel t'apportera le plus de gains? bah ouais, c'est clair. Bah non, mais là, l'autre, il soulève quelque chose de fou. Ouais. Enfin, non, mais c'est vrai. C'est génial c'est génial à rouler, je pense. Je l'ai pas, mais le Flight Attendant. Mais t'as un vélo à 15 000 balles, mais est-ce que t'avais peut-être des trucs à améliorer avant d'avoir ce vélo à 15 000 balles? C'est génial, man. T'as le meilleur matos du monde. Mais si c'est pour avoir du mal à descendre une partie, ou si c'est pour avoir même d'autres choses à améliorer dans le matériel, enfin voilà, moi je préfère avoir un vélo un peu moins cher, mais avoir un capteur de puissance de qualité, que voilà, d'avoir un vélo de fou et se dire, ouais, je fais l'impasse sur le capteur de puissance, mais au moins j'ai un vélo de fou. Bah ouais, mais le capteur de puissance c'est intéressant pour analyser les données, etc. Ou je préfère voilà, avoir un vélo peut-être un peu moins cher, mais investir dans un moniteur pour justement améliorer techniquement, et une fois que j'aurai le niveau, je peux investir plus, quoi. Et Mais là, après ça ça... voilà, c'est les avis de chacun, hein. On n'est pas là Non, pour donner des leçons, mais c'est mais vrai il que faut un peu de parfois bon sens quand même. voilà, c'est du bon sens. Et question là comme ça, c'est vrai qu'on en avait discuté avec un de mes athlètes qui fait du VTT, tu vois, c'est la question de l'aéro un peu en VTT. Est-ce que vous y prêtez un peu attention ou pas? Enfin, clairement, ça n'a pas trop d'intérêt d'y prêter attention, à part si on arrivait sur des parties où on va vraiment vite. Mais voilà, les pointes de vitesse, elles sont pas excessives. Les moyennes enfin, par rapport à la route, c'est pas excessif non plus. Euh,
enfin, tu vois, je vois la dernière Coupe de France, l'aéro, enfin, l'importance de l'aéro aurait été intéressant sur une ou deux parties du circuit et encore. Mais sinon, tu vois, il suffit que tu ailles dans une flaque de boue, bah voilà, t'as plein de bouts de terre qui se mettent, bah tout de suite, la chaussette hyper aéro que t'as pris, bah en fait, elle perd toute son utilité, bah, juste parce que elle vient d'être gâchée par autre chose. Mais j'exagère, mais euh, mais enfin voilà, on peut faire la base comme bah voilà se raser les pattes ou se mettre en position aéro à certains moments, mais tu vois de là à avoir une tenue aéro comme on peut retrouver sur route, bon voilà, il y a pas forcément plus Ouais. d'intérêt que ça. Mais c'est sûr que bah voilà, c'est comme Mathieu disait dans un ancien podcast, bah voilà, tu peux avoir tout ce que tu veux en aéro si c'est pour tenir droit comme un piqué sur ton vélo dans une partie où ça roule à 45, bon, bah là, vois ça déjà. Euh, mais tu vois, bah moi j'essaie d'optimiser ça quand même à mon niveau. Il y a quand même peu de moments en course où je me retrouve à vraiment me baisser sur mon guidon pour être aéro parce qu'il y en a pas forcément l'occasion, quoi. Et Ok. l'utilité. Ok, ok. Non, non, bah écoute, pour moi c'est tout bon. J'ai pas spécialement de questions. Est-ce que t'as des points supplémentaires à rajouter encore une fois ou... Non, bah voilà, après ça rejoint ce qui a été dit dans les nombreux podcasts, etc. Il y aura encore plein de trucs à dire, hein, mais là voilà, non, je pense qu'on a fait un tour assez intéressant de la pratique. Donc, Après, il y aura, je pense, du contenu que tu créeras qui sera beaucoup plus spécifique et beaucoup plus pratique pour les gens, mais qui arrivera dans le futur, qui pour l'instant n'est pas construit, quoi. ouais, carrément, ouais. Eh ben écoute Paul, je te remercie pour cet échange. Et puis eh ben on se dit à plus tard. À une Eh ben, prochaine ça fois. marche nickel. À plus par là. Allez, salut. Salut, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker et partager ce contenu. Si tu souhaites aller plus loin dans l'optimisation de ta performance, je te laisse regarder en description, tu as tous les liens des formations de Cyclisme Performance Academy. Tu trouveras aussi le lien pour adhérer au club Cyclisme Performance, où tu recevras une analyse d'articles scientifiques chaque semaine dans ta boîte mail le samedi à 9h. Sur ce, on se dit à bientôt.